8 heures sonnent à l'église voisine. Dans le dortoir désert, Roselyne se hâte, inquiète de n'avoir pas été réveillée par le coup de cloche habituel. Elle peigne rapidement ses cheveux bruns, noue le ruban bleu de son col marin et s'élance dans le couloir. Oh, pardon, mademoiselle. Elle s'arrête, rougissante. Elle a failli bousculer mademoiselle Bidou, la directrice de la pension Jeanne d'Arc. Ah, c'est vous, mon enfant. Je venais justement vous prévenir que nous licencions l'établissement pour 1 mois. 4 nouveaux cas de rougeole se sont déclarés ce matin. Je n'ai personne pour vous accompagner, mais vous êtes bien capable d'aller seul jusqu'à Versailles. Certainement, mademoiselle, j'en ai l'habitude. Eh bien, faites votre valise et partez, car je n'ai pas envie que vous tombiez malade à votre tour. 2 heures plus tard, Roselyne de Merval pénétrait dans la gare des Invalides et prenait le train électrique qui devait la conduire à Versailles. Elle n'était pas fâchée de ses vacances forcées, car, en dehors de son tuteur et de sa femme, gens peu aimables, elle allait retrouver de vieux amis de ses parents, les Roisins. Elle pensait encore à cela en traversant d'un pas rapide le boulevard de la Reine. Autour d'elle, les arbres secouaient leurs feuilles mortes et une pluie d'or tombait sur le sol. Soudain, Roselyne s'arrêta, stupéfaite. Elle se trouvait devant la petite maison des Verriaux et elle n'osait pas sonner, car tous les volets étaient clos, même ceux de la mansarde du grenier qu'on ne fermait jamais. Un petit pâtissier, sa corbeille sur la tête, qui venait de la dépasser, se retourna, intrigué par la légère exclamation qu'elle poussa. Le cœur un peu lourd, Roselyne secoua enfin la cloche de la grille. Mais le silence, brisé durant quelques secondes, retomba bientôt sur le jardin désert. La maison était bien vide. Les Verriaux étaient partis sans prévenir leurs pupilles. Mais pourquoi ce mystère? Roselyne, qui était la franchise même, ne comprenait pas. Dans la boulangerie voisine, elle n'obtint aucun renseignement. « Ah, c'est vous, mademoiselle Roselyne? Nous ne pensions pas vous voir avant Noël. »« Non, nous ne savons rien. Monsieur et madame Verriaux sont partis brusquement, sans avertir personne, et ils n'ont laissé aucune adresse au facteur. » De plus en plus étonnée, Roselyne alla chercher un refuge chez ses bons amis les Roisins. Elle trouva madame Roisin très inquiète et très occupée, car son plus jeune fils était malade. « Ma pauvre enfant, je suis désolé, mais votre tuteur a quitté Versailles sans crier gare. Rien ne laissait prévoir un tel départ et j'ignore tout à fait le but de son voyage. » Effondrée dans son fauteuil, Roselyne regardait le feu flamber dans la cheminée. Mais où sont-ils? Ses amis l'entouraient en répétant sur tous les tons « Quelle drôle d'histoire !» Mais Roselyne ne trouvait pas cela drôle. Soudain, le timbre de la porte tinta, et la bonne apparut tenant une lettre. « C'est pour mademoiselle de Merval. » Roselyne bondit, mais aussitôt elle murmura d'une voix déçue. « Ce n'est ni l'écriture de mon tuteur, ni celle de sa femme. » L'adresse tracée par une main inconnue était plutôt étrange. Mademoiselle Roselyne de Merval, aux bons soins de madame Roisin, rue des Missionnaires, Versailles. D'où pouvait venir cette lettre? Roselyne déchira l'enveloppe et poussa un cri de surprise, car elle contenait un petit papier ne portant que ces mots. « Monsieur et madame Verriaux sont dans votre propriété de la solitude, près de la mure. Votre présence est nécessaire là-bas, hâtez-vous. » Sous cet avertissement, il n'y avait pas la moindre signature, mais seulement une petite pervenche bleue, peinte à l'aquarelle. Le papier passa de main en main, accompagné de la même exclamation. « Que signifie cette pervenche ?» Madame Roisin hochait la tête. « C'est incompréhensible, voyons. Si votre présence était vraiment nécessaire, monsieur Verriaux vous aurait dit lui-même de venir. Il ne m'a pas écrit depuis la rentrée d'octobre et novembre va commencer. Il est parti depuis 15 jours. Mais pourquoi, mon Dieu, se cache-t-il ainsi ? Je le saurai bientôt. Je ne vais pas vous encombrer plus longtemps. Je partirai demain matin pour la solitude. Êtes-vous souvent allé là-bas ? Une seule fois lorsque j'étais toute petite. C'est un vieux manoir si lugubre qu'il fait fuir les gens. Et c'est bien la première fois que mon tuteur y habite. Et au début de l'hiver encore, cela me paraît étonnant. Je vous laisse aller, mais prévenez-moi par dépêche de votre arrivée afin que je sache bien si vous avez retrouvé votre tuteur. Cela m'ennuie de vous voir partir seul, sur la simple indication de cette lettre qui n'est peut-être qu'une farce. Espérons que cette petite pervenche ne ment pas. Je le saurai d'ailleurs à la mure, où vit le notaire qui s'occupe de la solitude. Debout dans le couloir du wagon, Roselyne regarde fuir les panaches jaunes des peupliers piqués dans la campagne brune. Près d'elle, un jeune homme passe en s'excusant, et elle ne l'entend même pas. Enfin, elle s'écarte de la vitre et rentre dans son compartiment où somnole une vieille dame. Son sac est toujours sur la banquette, mais une main inconnue y a piqué un bouquet de pervenches artificielles, des pervenches bleues ravissantes. Roselyne n'y comprend rien, mais, en prenant les petites fleurs de soie, elle se sent un peu rassurée en face du mystère vers lequel elle va. Décidément, l'étrange pervenche est une amie. Un long sifflement et le train, minuscule comme un joujou, s'arrête dans la gare. À Saint-Martin, 4 personnes sont descendues.
Ici, Roselyne est la seule voyageuse qui reste sur le quai. Au-delà de l'étroite vallée où le Drac coule, gris sur des cailloux blancs, les montagnes jaillissent énormes avec leurs champs, leurs prairies, leurs bois sombres, leurs rochers, et plus haut encore leurs sommets enneigés qui se perdent dans les nuages. Roselyne interroge en vain un employé. Léverio connaît pas. À quelques pas de lui, un homme mince et très grand, avec un visage anguleux, surveille le débarquement d'énormes caisses. En entendant la réponse de l'employé, il se retourne brusquement. « Où voulez-vous aller, mademoiselle ?»« Au château de la Solitude, où habite mon tuteur, monsieur Verriot. »« La Solitude ? Mais elle est fermée, et personne n'y habite. » Les Verriot y sont venus en effet, mais ils sont repartis. Il parle très vite en toisant la fillette dont le visage s'attriste. « Ma pauvre demoiselle, murmure l'employé compatissant, il ne faut pas vous désoler, le train pour Grenoble passe dans 2 heures. » Mais déjà Roselyne a repris son sang-froid. Cet inconnu aux traits peu sympathiques et aux cheveux roux ne lui inspire qu'une très vague confiance, malgré son élégance de sportman. Aussi regrette-t-elle presque d'avoir trop parlé. « Merci messieurs, j'ai le temps d'aller goûter dans une pâtisserie. » Et Roselyne s'éloigne, non sans jeter un coup d'œil sur l'une des caisses qui porte comme adresse « Monsieur Serrier, domaine des Pins, près la Mure. » La petite ville est paisible. La saison d'été est finie et celle d'hiver n'est pas encore commencée. Quelques rares passants se hâtent car les nuages deviennent menaçants. Après avoir dévoré 5 brioches, Roselyne se fit indiquer la maison du notaire. Le vieux monsieur Le Bonnard accueillit sa visiteuse par un déluge de lamentations. « Ah, que venez-vous faire dans ce sale pays? Parlez-moi de ma Bretagne et de mon océan. Ici, rien que ces grosses machines immobiles qui me rendent neurasthénique. Le jour où j'ai épousé la fille de mon prédécesseur, j'ai fait la plus grande folie de mon existence. Pardon, monsieur, je suis mademoiselle de Merval et je cherche mon tuteur. Est-il ici? Mais oui, il est ici avec sa femme. Ils m'ont demandé les clés en me priant de ne parler à personne de leur venue, car ils étaient très sauvages, comme s'ils craignaient de recevoir des visites dans ce coin perdu où se niche la solitude. Alors ils sont bien là-bas? Oui, ils ont même pris la vieille Ernestine comme domestique, et ma bonne la voit parfois au marché. Mais eux, ils n'ont pas reparu à la mure. Enfin, je suis bien contente de les avoir retrouvés. Je vais partir tout de suite pour la solitude. Est-ce loin? Hélas oui, plus de 12 km par une route qui monte. Tant pis, je suis bonne marcheuse, je serai dans 3 heures chez moi. Hâtez-vous, afin de ne pas être prise par la nuit qui vient vite dans ce maudit pays. Roselyne se hâta en effet, mais elle était à peine au huard du chemin qu'elle dut s'arrêter, car elle n'en pouvait plus. Elle avait couru trop vite, poursuivie par cette ombre qui montait de la vallée, tandis que la pauvre lumière de l'automne se réfugiait sur les sommets. Elle n'avait rencontré personne sur la route et les maisons isolées qu'on apercevait dans la campagne étaient de plus en plus rares. Soudain une belle automobile apparut à l'horizon et se rapprocha rapidement. Mais, au lieu de dépasser Roselyne, elle stoppa et le conducteur, qui n'était autre qu'une dame enveloppée dans un ample manteau, se pencha. « Mon enfant, si vous voulez que je vous conduise chez vous, je le ferai avec plaisir, car vous avez encore près de 2 lieues à faire. » La voix était si bonne que Roselyne n'hésita pas longtemps. Elle s'installa avec sa valise à côté de l'aimable inconnu et la voiture repartit. La végétation devenait plus sauvage et l'on ne voyait aucun toit sur les pentes abruptes qui serraient la route dans leur étau. Enfin, Roselyne s'avisa qu'elle avait oublié de dire où elle allait. « Pardon, madame, mais vous ne savez pas où je vais ?»« Si, je sais. » Effarée, Roselyne se tut. Décidément, elle tombait en plein mystère. Elle n'eut pas le temps de faire de longues réflexions à ce sujet. Au creux d'une gorge, un château délabré et farouche apparaissait. Vrai nid d'aigle caché dans les sapins d'où n'émergeait que sa tour guettant l'horizon. « Au revoir, mademoiselle, et bonne chance. »« Pourquoi bonne chance ?» Roselyne n'a même pas songé à demander le nom de sa bienfaitrice, et elle serait incapable de reconnaître ce visage à demi caché par une écharpe et de grosses lunettes. Elle n'a remarqué que les pieds, qui lui ont paru immenses. Roselyne s'engage dans le sentier qui grimpe à la solitude, et elle se trouve bientôt devant une porte rébarbative contre laquelle pend une grosse chaîne. Quelques secousses sur cette chaîne et une cloche s'ébranle, mais personne n'apparaît. Roselyne a vu clignoter une lueur dans la tour et elle s'obstine. Enfin, un battant s'en trouve prudemment. Le pays serait infesté de bandits qu'on ne prendrait pas tant de précautions. Une tête de vieille femme s'allonge. « Que voulez-vous ?»« Je suis la pupille de monsieur Verriot. »« Monsieur Verriot n'est pas ici. Il vient de sortir avec sa femme. »« À cette heure-ci? Sous la pluie qui commence? Quelle drôle d'idée. Enfin, laissez-moi entrer. Je n'ai pas d'ordre. Peu importe, je suis ici chez moi. » Agacée, Roselyne repousse la servante et pénètre dans le château, tandis que, derrière elle, la porte retombe avec un bruit sourd. Pour passer le temps, la fillette se met à visiter son domaine. Mais comme si elle se méfiait, Ernestine suit pas à pas l'intruse. Le château n'est pas grand. Un simple bâtiment encadré de 2 tours dont l'une est en ruine. Les pièces sont vastes, mais tristes et humides, avec des meubles sombres et des fenêtres étroites.
Lorsque, pour secouer l'angoisse qui la gagne, Roselyne soulève un rideau, elle n'aperçoit que d'énormes masses noires sur un ciel gris où luttent des nuages fantastiques. Oh, c'est une vraie prison. Oh, pour ça, la maison n'est pas gaie. Mademoiselle fera bien de n'y pas rester. Ça n'est pas pour de la jeunesse. Roselyne se retourne et scrute le visage niais de la femme. Que signifie cette hâte à la mettre dehors? Est-ce une leçon bien apprise? En redescendant de la tour, Roselyne découvre une porte cachée dans l'ombre de l'escalier. Mais elle essaya en vain de l'ouvrir. Qu'y a-t-il donc derrière? Ernestine prit un air pincé. Mademoiselle est bien curieuse, mais je n'en sais rien. Monsieur seul entre dans cette pièce, et c'est lui qui en garde la clé. Mon Dieu, quelle précaution! De quoi peut-il avoir peur? Et Roselyne se mit à rire. Jusqu'à présent, elle ne voyait que le côté drôle de l'étrange aventure. Mais son rire se coupa net. Monsieur et madame Verriot pénétraient dans le vestibule. Ils s'arrêtèrent, stupéfaits, en apercevant leurs pupilles. Ils étaient toujours un peu gros, mais leurs visages ronds où nageait un nez minuscule perdirent soudain leur expression de joie béate. « Comment? Vous? Ici? Oh, je suis désolé de vous déranger. La pension Jeanne d'Arc est licenciée à cause d'une épidémie de rougeole. Il fallait aller chez madame Roisin? C'est ce que j'ai fait, mais je ne pouvais tout de même pas m'installer chez elle pour un mois. Un mois? Gémirent en chœur les deux époux. Décidément, la présence de Roselyne ne les réjouissait pas du tout, et ils échangeaient des regards affolés, cherchant sans doute un moyen de se débarrasser de ce fardeau encombrant. Cet accueil plutôt froid n'attrista pas Roselyne. Elle était assez modeste pour ne pas croire ses charmes irrésistibles et sa robuste gaieté s'accommodaient fort bien de la mauvaise humeur des gens. Puis elle trouvait que les événements devenaient de plus en plus palpitants. Que machinait donc monsieur et madame Verriot pour désirer à ce point rester seuls? Le dîner fut morne, la veillée courte dans la pénombre du salon où brûlait un feu anémique, tandis qu'en dehors le vent hurlait. On installa Roselyne dans la plus haute chambre de la tour, et la fillette ne tarda pas à s'endormir, bercée par l'immense rumeur du vent. Le lendemain, son tuteur la fit venir dans le salon et lui parla d'un air grave. « Mon enfant, j'ai écrit madame Roisin pour qu'elle vous prenne en pension chez elle jusqu'à la fin de votre congé, car nous ne pourrons pas vous garder plus longtemps ici. Le froid excessif, la solitude de cette gorge, l'atmosphère de cette maison, tout enfin nuirait à votre santé. »« Oh !» protesta Roselyne avec suavité, « je me porte très bien. » Elle n'osait regarder son tuteur tant elle avait envie de rire, et elle contemplait la tapisserie qui, sous un souffle léger, se balançait doucement en face d'elle. Il n'y a pas que votre santé en question, il y a aussi votre travail. Ici, vous ne ferez rien que perdre votre temps. Le courant d'air qui agitait la tapisserie ayant cessé, celle-ci avait repris son immobilité, et Roselyne détourna les yeux. « Vous comptez donc rester longtemps encore à la solitude, puisque vous me confiez madame Roisin. Nous avons encore beaucoup d'affaires à régler. Enfin, ça ne vous intéresse pas. » « Et si cela m'intéressait pourtant, songeait Roselyne en s'éloignant. Le manoir et les quelques terres que je possède aux environs sont bien à moi, et je ne suis plus une petite fille. » Pour se distraire, elle sortit dans le jardin qui s'étendait au-delà d'une cour étroite percée d'un puits. Ce jardin méritait à peine son nom. C'était un fouillis d'arbres et de buissons qui montaient à l'assaut de la vieille tour. Roselyne eut vite fait le tour de son domaine, qu'emprisonnaient de hautes murailles. Et, pour voir le paysage environnant, elle dut se résoudre à grimper dans un sapin, ce qui était contraire à ses principes de jeune fille bien élevée. Elle n'aperçut que d'autres arbres et le jet blanc d'un torrent. Au-delà, c'était toujours la montagne immuable. Brrr, quelle charmante résidence! J'ai bien envie de la fuir un peu. Elle rentra, mit son manteau et allait sortir, lorsque madame Verriot lui barra le passage. « Je ne puis pas vous laisser partir, vous êtes trop jeune pour vous promener seule, et la montagne est très dangereuse. » Roselyne essaya en vain de protester. Sa geôlière fut inflexible. Décidément, la vie était de plus en plus délicieuse dans ce funèbre manoir. Heureusement que d'ici 2 jours au plus tard, il disparaîtrait de nouveau à l'horizon. Réconfortée par cette pensée, Roselyne regagna sa chambre, et elle aperçut tout de suite une lettre portant son nom qu'on avait posée sur la table. Elle déchira l'enveloppe et n'y trouva qu'un papier signé d'une pervenche. « Mademoiselle, ne retournez pas à Versailles. Il faut que vous restiez à la solitude, dans votre intérêt. » Les 2 derniers mots étaient soulignés, et Roselyne demeura perplexe. Elle ne voyait pas du tout pourquoi elle devait s'enterrer à la solitude, ni comment elle pourrait forcer son tuteur à la garder. Une journée passa, et l'aube apporta une dépêche qui jeta les Verriot dans le plus complet désespoir. Madame Roisin ne pourrait pas recevoir Roselyne, car son fils avait la scarlatine. « Eh bien, déclara M. Verriot, vous resterez ici. Mais, comme nous sortons tout le temps, c'est Ernestine qui vous surveillera. Le matin, vous traduirez les fables de La Fontaine en anglais, et le soir, vous les apprendrez.
Après le dîner, vous raccommoderez vos bas. Cela vous fera beaucoup de bien. Vous prendrez l'air dans le jardin, c'est très suffisant. » Roselyne n'essaya pas de discuter, sachant que c'était inutile. Mais elle devina que ces étranges devoirs ne seraient pas souvent lus, et cela la rassura. La vie s'annonçait monotone, mais elle en prit son parti. Les gardiens s'arrangeaient toujours pour s'en aller lorsqu'elle dormait encore, ou lorsqu'elle était dans le jardin. Ils disparaissaient subrepticement, et quelquefois restaient absents toute la journée. De plus en plus méfiante, Roselyne les surveillait autant qu'elle le pouvait. Un après-midi, alors qu'elle lisait dans sa chambre, elle distingua une voix nouvelle qui montait du rez-de-chaussée, une voix qu'elle l'avait déjà entendue quelque part. Elle bondit, et se heurta contre une porte close. Oui, on l'avait enfermée à clé, comme un bébé mis en pénitence. Furieuse, elle envoya dans le battant des coups de pied énergiques. Mais personne ne vint, et on ne la libéra que le soir. Elle se retrouva avec ses 3 compagnons habituels qui ne parlèrent de rien. Mais dans la boue de la petite cour, elle aperçut l'empreinte de larges souliers à clous qui n'appartenaient sûrement pas à son tuteur. Quel était donc le visiteur qu'on n'avait pas voulu lui faire voir? Peut-être bien ce monsieur Perrier, pourvu de si beaux cheveux roux, qui avait affirmé avec une rare énergie que les Verriaux avaient quitté la solitude? Était-ce pour faire partir plus vite Roselyne? Mais on s'ingéniait à lui rendre l'existence odieuse. Lorsqu'elle était seule, sous prétexte d'économie, Ernestine ne lui donnait pour déjeuner qu'un peu de pain, un verre d'eau et quelques noix. Roselyne sentait son courage faiblir et adressait à Dieu des prières désolées. Mourir de faim ou d'ennui, voilà les 2 perspectives qui l'attendaient à la solitude, si le ciel ne la prenait en pitié. Un soir, la vieille bonne grogna. « Ni monsieur ni madame ne rentreront aujourd'hui et je n'ai rien à vous donner qu'un peu de pain. » Ce pain était si dur que Roselyne dut se passer de dîner et monta tristement dans sa chambre. Elle poussa la porte d'un geste là, sachant bien que sa chambre, où l'on ne faisait pas le moindre feu, serait froide et morne comme les autres soirs. Elle savait aussi qu'à la maigre lueur de sa bougie, elle ne pourrait pas même lire. Mais soudain, elle poussa un cri de joie et demeura extasiée devant le spectacle qui s'offrait à elle. De belles bûches flambaient dans la cheminée, une superbe lampe éclairait la table qui portait un dîner digne de Sardanapale. Un pâté, une crème au chocolat, des gâteaux, des fruits et une bouteille de champagne. L'unique fauteuil était poussé devant l'assiette et le verre qui attendaient Roselyne, et, près du lit, un gros bouquet trônait dans un vase. D'où venaient ces cadeaux miraculeux? C'était, hélas, impossible de le savoir. Au fond de l'assiette, il n'y avait pas de carte de visite, mais seulement l'éternelle petite pervenche bleue. Décidément, ceux qui ont pris cette fleur comme emblème sont de braves gens, et je vais faire honneur à leur dîner. Toute rassérénée, Roselyne mangea de bon appétit, et le soir, en s'endormant, elle remercia Dieu de lui avoir envoyé des amis dans sa solitude. Mais comment ces amis inconnus avaient-ils su que son tuteur voulait l'envoyer chez les Roisins, puis ensuite qu'elle mourrait de faim? Cela demeurait aussi incompréhensible que tout le reste. Le lendemain, Roselyne écrivit une lettre de remerciement à ses bienfaiteurs. « Chers amis anonymes, qui aimez tant les pervenches et les jeunes filles malheureuses, vous m'avez comblé de présents et je vous en serai plus qu'éternellement reconnaissante. Mais j'aurais bien voulu partager ce repas avec vous. Je suis très seule et si vous veniez me voir, je pourrais au moins jouer un peu pour me distraire. Merci encore. Roselyne, l'abandonnée. » Ne sachant à qui envoyer cette lettre, elle erra longtemps dans le jardin, puis dans la cour. Elle aperçut soudain madame Verriaux qui venait au-devant d'elle, et, affolée, elle glissa vivement sa lettre entre 2 pierres du puits. Lorsque, 24 heures plus tard, elle revint chercher sa lettre, celle-ci avait disparu, mais une grosse poupée était assise sur la margelle du puits et portait cette étiquette signée d'une pervenche. « Nous ne pouvons pas encore venir jouer avec vous, ce serait un sport trop dangereux. Mais nous vous envoyons cette poupée, espérant qu'elle nous remplacera avantageusement. » Depuis 3 ans, Roselyne ne s'occupait plus de ses poupées. Mais celle-ci, pourtant, lui fit tellement plaisir qu'elle la promena partout, malgré les moqueries des Verriaux. « Vous avez apporté cela ici, quelle stupidité, à votre âge !» Mais Roselyne ne répondait rien et dissimulait mal un petit sourire ironique. Depuis qu'elle sentait près d'elle la protection de ses amis à la pervenche, elle courait, chantait à tue-tête et dansait en rond dans sa chambre. « Mon enfant, grommelait M. Verriaux, vous vous agitez tant que vous nous fatiguez et que nous ne dormons plus. C'est sans doute que vous n'avez pas la conscience tranquille, murmura doucement Roselyne, tandis que son tuteur pâlissait. Tiens, tiens, pensa-t-elle, j'ai touché juste. Mais que diable fait-il pendant ces perpétuelles absences? Un matin, Roselyne se réveilla dans le silence. La rumeur du torrent et celle du vent s'étaient tues. On se serait cru dans le royaume du sommeil. Elle leva les yeux et, au dehors, elle ne vit que du blanc. Les premières neiges étaient venues, ouatant le paysage, éteignant tout bruit, remplaçant la clarté du soleil qui, d'octobre à février, ne pénétrait plus dans la gorge de la solitude. Roselyne resta longtemps pensive, le front collé à la vitre.
Combien de temps durerait cette existence cloîtrée? La neige bientôt emprisonnerait la maison. Elle fut tirée de sa rêverie par les cris de M. Verriot, et elle descendit en hâte. Ces 3 geôliers, rangés autour de la porte secrète chère à M. Verriot, gémissaient en chœur. « Qu'y a-t-il? C'est au moins vous, méchant enfant, qui avez fait cela. » « Quoi donc ?» L'innocence de Roselyne était si visible que M. Verriot se calma un peu. « Regardez !» Roselyne regarda et devina tout de suite quels étaient les coupables. On avait enfoncé d'énormes pitons dans la porte, et on les avait réunis par un solide cadenas fermé à double tour. « Ah, c'est du joli travail. Impossible d'ouvrir cette porte, je vais en devenir fou. » « Vous n'avez qu'à aller chercher un serrurier. »« Un serrurier, un serrurier. Je ne veux pas de serrurier ici. D'abord, il ne se dérangerait pas, c'est trop loin. » M. Verriot ne voulait pas voir de serrurier. Qu'avait-il donc derrière cette porte? C'était d'autant plus difficile de le savoir qu'elle était maintenant fermée en dedans et en dehors. « Ah, si je savais seulement quel est le bandit !»« Tiens, murmura Madame Verriot, une pervenche là, dans la rainure, une vraie pervenche. » Rosine saisit la petite fleur. Une jolie pervenche de cerf, à cette époque, c'est un luxe. « Qui a pu l'amener ici ?» demanda M. Verriot. « Ben, fit Ernestine, ce sont les gens qui ont amené le cadenas. Alors vous croyez donc qu'on entre ici comme dans un moulin? Faut bien croire. Demain, je mettrai des verrous partout et nous verrons bien. » Les verrous une fois posés, les Verriot respirèrent. Ils avaient réussi, à coups de marteau, à démolir le cadenas, et ils étaient presque de bonne humeur. 2 jours passèrent, calmes et paisibles, tandis qu'en dehors la neige tombait sans arrêt, empêchant aucune sortie. Puis, en se réveillant, les Verriot découvrirent, dormant dans un panier devant leur porte, un beau chagris avec un ruban bleu au cou et une petite plaque d'identité. « Monsieur Joujou, pour vous distraire. » M. Verriot, rouge d'indignation, bondit et parcourut la maison dans tous les sens, mais en vain. Aucun verrou, aucun volet n'avait bougé. Ce maudit chat pourtant n'était pas venu du ciel, ni le petit bouquet de pervenches qu'il portait, attaché à son collier. Combien de temps va durer cette comédie? Même ici, nous ne pouvons donc pas être tranquilles. Rosine fredonnait sur l'air de au clair de la lune. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. La température baisse, la neige durcie resserre son emprise sur la montagne. Assise près du feu de la cuisine, Roselyne tricote en tâchant de faire parler Ernestine. La vieille femme doit savoir quelque chose, malgré son incurable bêtise. « Ma chère Ernestine, quand je serai installée à la solitude avec mon mari et mes 12 enfants, je vous prendrai peut-être comme femme de charge. » Les yeux ronds de la paysanne luisent d'une sorte d'extase. « Femme de charge ?» Rosine incline un peu la tête. Le vallon est joli, mais c'est vraiment dommage que la solitude soit isolée. Il n'y a aucune maison proche d'ici, n'est-ce pas? Non, la première ferme est à 5 km, mais en été, la villa qui se trouve à 500 mètres en contrebas pourrait être habitée. Il y a donc une villa tout près du manoir? Oui, une petite bâtisse cachée dans les sapins. Voici des années qu'elle n'est pas habitée. Les propriétaires trouvent sans doute l'endroit trop triste. Ah, soupire Roselyne. Une maison vide, c'est pire encore que la forêt déserte qui étreint de toutes parts le vieux château. Un coup de cloche arrache les 2 femmes à leur conversation. Ernestine grogne. Il n'est que 2 heures, ce n'est pas encore monsieur. La cloche carillonne avec rage et la servante se décide à remuer. Un court colloque à la porte, puis de nouveau le silence. Appuyée contre la fenêtre, Rosine voit s'éloigner derrière les arbres la silhouette d'un jeune homme. « Une lettre pour vous, qu'apporte un gamin de 16 ou 17 ans. Il serait flatté d'être traité de gamin. Vous le connaissez donc? Moi, mais non, quelle idée. Je ne connais personne ici. Bien lui, il vous connaît, faut croire. » Sans se soucier des réticences de sa compagne, Roselyne parcourut les lignes signées d'une petite pervenche. « Mademoiselle, si vous avez un subrogé tuteur, écrivez-lui immédiatement, afin qu'il surveille un peu les faits et gestes de votre tuteur. » Rosine se leva pour contempler le calendrier. 10 novembre, déjà. Dans combien de temps mon sympathique subrogé tuteur pourrait-il être averti? C'était un brillant officier de marine qui n'était pas souvent à terre. Heureusement, Roselyne se souvenait de l'adresse du petit appartement qu'il avait à Brest. La seule chose difficile serait de porter cette lettre à la poste de la Mure. « Que vous dit-il, ce monsieur ?» interrogea enfin Ernestine, méfiante. « C'est un secret. » Et Roselyne jeta en riant la lettre dans le feu. 2 heures après, les Verriot étaient avertis de l'événement. Ils essayèrent en vain de faire parler Roselyne. Celle-ci leur déclara qu'en effet c'était un secret, mais qu'elle promettait de leur dire plus tard. Beaucoup plus tard. Cette promesse ne rassura pas du tout M. Verriot, qui pendant tout le dîner ne cessa pas d'observer sa pupille d'un air soupçonneux, tandis que cette dernière essayait en vain, pour la 100e fois, d'imaginer quelles affaires plus ou moins louches attiraient sans cesse au dehors le couple peu sympathique. Mais, à partir de ce jour-là, elle put faire un pas sans avoir Ernestine sur ses talons.
Cet admirable chien de garde ne la quittait pas, et, excédée, enfin, elle lui demanda sèchement. « Combien vous paie-t-on par mois ?»« 500 francs, depuis avant-hier. »« Ah, je comprends. Mais ce n'est pas suffisant. Les tarifs d'espionnage sont très élevés. Vous mériteriez au moins 1000 francs par mois. J'en parlerai à mon tuteur. »« Vous seriez bien aimable, » répondit avec un vaste sourire cette incomparable servante, qui ne saisissait absolument pas la plaisanterie. Pour obéir au conseil qu'on lui avait donné, Roselyne écrivit une longue lettre à M. Jean Verneuil, son subrogé tuteur. Elle lui raconta tous les événements qui, depuis 3 semaines, bouleversaient sa vie paisible d'écolière, et les soupçons grandissants qu'éveillaient en elle les allures étranges des Verriot. Mais il ne suffisait pas d'écrire cette lettre, il fallait encore aller la porter à la mûre. Et Roselyne ne sortait du manoir que le dimanche pour assister à une messe matinale qu'un vieux prêtre disait dans une petite chapelle de la montagne. Elle ne voyait là que quelques paysans, et la sempiternelle présence d'Ernestine l'empêchait même de parler au prêtre. La lettre cachetée, elle la glissa dans la poche de son tablier, espérant bien qu'elle finirait par trouver un moyen de l'envoyer. Puis elle l'oublia. Un mardi matin, jour de marché, elle resta seule avec madame Verriot, qui, ne sachant que faire, se mit à glisser des châtaignes sous la cendre. Elle était très gourmande et suivait cette opération avec intérêt. Un coup de cloche l'arracha à ce plaisir. Et bientôt Roselyne l'entendit parlementer d'une voix aigre. « Non, je n'ai rien à vous donner. La mendicité est interdite. Travaillez si vous avez faim. » Révoltée par ce ton, Roselyne n'hésita pas. Elle ramassa les châtaignes déjà cuites, prit un gros morceau de pain et traversa le couloir en courant. Madame Verriot allait repousser la porte, mais elle n'en eut pas le temps. La fillette s'avançait les mains tendues. « Tenez, je ne peux rien vous offrir d'autre, mais cela calmera votre faim. » Devant elle, une jeune femme, accompagnée de 2 petits garçons, rougissait de joie. « Oh, comme vous êtes bonne! Nous nous sommes perdus en descendant d'un petit village de la montagne, et depuis l'aube, nous n'avons rien mangé. » Mais la générosité de Roselyne arracha des cris de désespoir à la pauvre madame Verriot. « Mes châtaignes, mes bonnes châtaignes !» Et elle courut à la cuisine pour mieux mesurer l'étendue du désastre. Alors, Roselyne se souvint de sa lettre, et, la tirant vivement de sa poche, elle la tendit à la paysanne. « Je serais bien heureuse si vous pouviez mettre cette lettre au bureau de poste de la Mûre. Elle est pour un de mes parents, et c'est très pressé. Dans 3 heures, elle sera partie, et merci encore, mademoiselle. » Roselyne regarda s'éloigner avec envie ces gens qui descendaient vers la vallée, vers des horizons nouveaux et libres. Derrière elle, madame Verriot gémissait. « Nous ne sommes pas assez riches pour nourrir tous les mendiants du pays. Vous pouvez leur donner votre dîner si vous le voulez, mais non mes châtaignes. »« Pardon, elles sont à moi, comme le bois dont vous me privez, et comme cette maison dont vous profitez. Je ne suis pas encore assez pauvre pour ne plus pouvoir faire la charité, et vous, vous êtes riche, je le sais. Quant à me passer de dîner, grâce à vous cela m'est déjà arrivé quelquefois. Vous devenez avare et méchant. C'est mauvais signe, et cette besogne que vous faites en vous cachant ne doit pas être bien jolie. » Stupéfaite, madame Verriot écoutait sans protester ces dures vérités. Elle s'apercevait soudain que son mari et elle avaient manqué de prudence. Essayer de terroriser Roselyne n'avait été qu'une maladresse qui n'était peut-être plus temps de réparer. Midi sonnait, et, durant tout le déjeuner, madame Verriot fut charmante. Mais Roselyne devinait ses inquiétudes et souriait à demi. À 2 heures, M. Verriot rentra en faisant claquer les portes. Mais il n'était pas fâché, bien au contraire. Il exultait et chantait victoire. « Mes affaires marchent admirablement. Dans 8 jours, nous pourrons partir. » Un bref coup d'œil de sa femme l'avertit qu'il fallait craindre Roselyne. Cette dernière, d'un petit air innocent, tapotait le bras de son fauteuil. « As-tu bien déjeuné, mon ami ?»« Oh, très bien. Là-haut, chez ce brave... » Il s'arrêta net, se rappelant sans doute qu'il allait prononcer un nom que Roselyne devait ignorer. Mais aux yeux de la jeune fille, le paysage neigeux semblait s'être effacé derrière la vitre. La gare de la Mûre se dessinait, puis des caisses. Et enfin la haute silhouette d'un homme aux cheveux roux. « Vous avez dîné chez M. Verrier, n'est-ce pas ?» M. Verriot rugit. « Vous le connaissez ?»« Ah, tiens, j'ai deviné juste. Je ne comprends pas que vous ayez affaire à un homme aussi peu sympathique. Il a l'air d'un bandit. » M. Verriot se laissa tomber dans un fauteuil. « Tenez, laissez-moi seul. Je suis fatigué, j'ai sommeil. Il faut que je reparte à 5 heures. » Les 2 femmes montèrent au premier étage pour plier le linge qu'Ernestine avait lavé. Une vraie tempête se déchaînait maintenant sur la montagne et le vent hurlait, jetant des poignées de neige contre les carreaux. Mais M. Verriot devait tout de même dormir paisiblement, car un coup de canon ne l'aurait pas réveillé. 2 heures passèrent, puis des cris furieux montèrent du salon. Roselyne descendit la première pour se rendre compte de ce qui se passait, et elle trouva son tuteur ficelé, oui, ficelé comme un colis sur son fauteuil. « Je ne me suis aperçu de rien.
Un misérable a fait cela pendant mon sommeil. Je vais manquer mon rendez-vous avec M. Verrier. Dépêche-toi de me détacher. » Roselyne essaya en vain de défaire les nœuds de la grosse corde. Madame Verriot et l'incomparable Ernestine n'y réussirent pas mieux. On aurait bien pu couper la corde, mais M. Verriot, toujours avare, s'y opposait. « Nous n'arriverons pas à nous libérer. Ce sont des nœuds d'encre et des demi-clés. Des nœuds faits par un scout, certainement. Je n'en ai jamais vu faire de semblable que par le fils aîné de Madame Roisin, qui est chef de la première Versailles. Des scouts ici, quelle idée! Ils sont en classe à cette époque-ci. » Enfin, M. Verriot consentit à laisser couper ses liens, mais il dut renoncer à sortir comme il le désirait. « Ah, les bourreaux! Ils me paieront cela. Et me voilà à cause d'eux, obligé de rester un jour de plus dans ce sale pays. » Roselyne, sans rien dire, s'était baissée, pour ramasser une petite pervenche qui gisait sur le plancher. Le lendemain, en ouvrant sa fenêtre, elle aperçut une ombre qui courait sous les sapins. Elle se pencha un peu et attendit, le cœur battant. Il y eut un frôlement, un bruit de branchettes cassées, et un jeune homme apparut, qui portait l'uniforme des scouts de France. Il restait à la lisière du bois sans oser avancer, et se mit à faire de grands gestes auxquels Roselyne ne comprenait rien. Cela devait pourtant signifier quelque chose. Elle secoua la tête énergiquement. L'inconnu leva les bras au ciel en signe d'impuissance, et la porte du château claqua soudain avec un bruit sourd. « Sauvez-vous » cria Roselyne. « Sauvez-vous vite !» Il devina un danger, et, après avoir secoué son foulard pour dire adieu à la prisonnière de ce sinistre manoir, il disparut sous les branches. Ah, si Roselyne avait pu seulement lui parler pendant 10 minutes, elle aurait peut-être su quel danger la menaçait, et elle aurait oublié sa triste vie de petite fille isolée. Elle songea tout le jour à ce visiteur qui devait être un de ceux qui la protégeaient. Mais cela assombrit ses pensées. Il lui semblait que ses chevaliers à la pervenche ne réussiraient pas à la délivrer. La nuit était tombée, et elle n'avait pas ri depuis l'aube, elle qui était toujours si gaie. Elle se leva en soupirant, abandonnant un livre de contes de fées qu'elle trouvait stupide parce que toutes les aventures y finissaient bien. Et elle s'approcha de la fenêtre. « Tu ne pourras rien voir, la nuit est de plomb ce soir, » plaisanta Madame Verriot. Mais Roselyne restait debout devant la fenêtre, car dans toute cette ombre, elle apercevait pour la première fois une petite lumière comme celle que vit le petit Poucet. Cette lumière brillait dans le bois qui s'étendait à l'entrée de la gorge, et elle demeurait immobile. Les habitants de la solitude n'étaient donc plus seuls? Le dimanche suivant, Roselyne se rendit à la messe comme de coutume dans la petite chapelle de l'Espérance. N'ayant pas de ski, elle ne marchait pas très vite, et Ernestine la suivait en geignant. Elles arrivèrent donc légèrement en retard, et en s'agenouillant, Roselyne aperçut devant elle 3 jeunes gens qu'elle n'avait jamais vus là. Tout de suite son cœur battit un peu plus vite, et elle eut l'intuition que ces inconnus n'étaient pas des étrangers pour elle. En sortant de la chapelle, elle fut dépassée par le plus grand, qui s'arrêta brusquement et se retourna pour lui donner de l'eau bénite. Roselyne hésita, puis elle sourit à ce visage sympathique qu'éclairaient de grands yeux bruns, et leurs doigts se frôlèrent amicalement. Très vite le jeune garçon murmura. « Je n'ai pas osé m'approcher trop près du château l'autre jour, mais je voulais vous dire d'avoir bon courage. C'est bien dur quelquefois. Votre tuteur ne possède pas de terrain près d'ici ? Non. Ah !» Il allait ajouter quelque chose, mais Ernestine s'approcha, et il recula dans l'ombre d'un pilier. Sur la route couverte d'une neige durcie, Roselyne marchait comme dans un rêve. Elle songeait aux paroles qu'elle venait d'entendre. M. Verriot s'occupait donc de ses terrains à elle, et c'était pour cela, sans doute, qu'il s'était installé à la solitude. Elle ne savait même pas où se trouvaient ces quelques hectares de mauvaise terre, dont elle n'avait jamais entendu parler qu'en riant, car ils ne rapportaient rien. Elle s'arrêta et contempla enfin l'immense paysage neigeux, symphonie de blancheur coupée en haut par le ciel gris, en bas par les troncs noirs des arbres. La vallée du Drac perçait l'horizon, mais au-delà on ne voyait plus rien. Un pas glissa sur sa route. Roselyne releva la tête. Un homme passait en marchant très vite, le chapeau rabattu et le col de son manteau remonté aussi haut que possible. « Tiens, » murmura Roselyne, « le fameux monsieur Serrier, où va-t-il donc ?»« Là-bas, aux Bruses, bien sûr. » Roselyne ignorait les Bruses et le geste de la femme était très vague. Alors, aiguisée par une curiosité nouvelle, elle voulut en savoir plus long. « C'est un homme qui finira en prison, déclara-t-elle d'un ton péremptoire. « En prison, mon Dieu, est-ce bien vrai? J'ai entendu dire ça à la mûre, mais je ne l'ai pas cru. Monsieur et Madame Verriot sont des personnes si bien. C'est-à-dire qu'ils font tous les 3 en ce moment des choses pas très honnêtes, et que le jour où on les arrêtera, vous ne vous en tirerez pas facilement, car on vous traitera comme une complice. Ce n'est pas possible, je n'ai rien fait. Si, vous m'empêchez de sortir. Vous les aidez donc à me cacher ce qu'ils font. » Ayant jeté une peur salutaire dans l'esprit de la pauvre Ernestine,
La fillette n'insista pas. Elle espérait seulement que la surveillance de sa geôlière se relâcherait et que enfin elle pourrait quitter la solitude et explorer la montagne. Elle voulait absolument connaître ces terrains qui s'appelaient les Bruses. Elle voulait voir elle-même ce qu'on y faisait. En pénétrant dans le vestibule du manoir, elle aperçut une bêche et une pioche posées dans un coin. Elle les contempla en silence. Ces instruments servaient sûrement à M. Verriot, et il avait commis l'imprudence de ne pas les ranger en rentrant. Que cherchait-on à coups de bêche dans ces landes incultes où rien ne pouvait pousser? Roselyne n'avait plus qu'un désir, atteindre les Bruses et voir ce qu'on y faisait. Il fallait qu'elle sût la vérité avant de quitter la solitude, car ensuite ce serait sûrement trop tard pour agir. Elle finit par découvrir une carte de la région dans le bureau de M. Verriot. À quelques kilomètres de la chapelle, une croix au rayon rouge était marquée. C'était là certainement que se rendaient presque chaque jour les Verriot. Jusqu'à la chapelle, Roselyne connaissait bien le chemin. Mais plus haut, la montagne devenait très sauvage avec des pentes abruptes dont la seule vue aurait découragé bien des gens. La surveillance dont Roselyne était l'objet se relâchait un peu. Les Verriot essayaient de réparer leur maladresse passée. Les repas et les sourires étaient plus abondants. Puis Ernestine, qui ne vivait plus que dans l'attente des gendarmes, s'efforçait d'être très aimable avec Roselyne. Cette dernière devinait les motifs de ses revirements, mais elle était trop généreuse pour en abuser et elle pensait seulement à s'échapper du manoir. Un matin, M. Verriot partit avec sa femme pour la Mure. Ils avaient parlé à mots couverts, mais Roselyne avait vite compris qu'ils allaient voir le notaire, et que, par conséquent, ils ne rentreraient que pour le dîner. Dès qu'elle les eut vus disparaître au premier tournant du chemin, elle monta dans sa chambre pour s'habiller. Elle mit son plus grand manteau, s'enveloppa dans une longue écharpe de laine et descendit à la cuisine. Le ciel était enfin bleu et sur les sommets la neige étincelait sous le soleil. Profitant de ce beau temps, Ernestine balayait la cour. Roselyne remplit ses poches de pain et de chocolat et elle s'apprêtait à fuir avec l'habileté d'un peau rouge lorsque Ernestine surgit au seuil de la cuisine. « Que faites-vous, mademoiselle ?»« Je vais me promener. Vous savez bien qu'on vous le défend ? Cela m'est parfaitement égal. Vous ne sortirez pas. J'ai caché la clé du portail. »« Eh bien, je passerai ailleurs. » Roselyne s'élança dans l'escalier, pénétra en trombe dans la chambre de madame Verriot et, ouvrant la fenêtre, elle sauta dans le vide. La chambre n'était qu'au premier étage, et celui-ci étant peu surélevé, Roselyne tomba dans une épaisse couche de neige qui amortit sa chute. Elle se releva vivement, s'ébroua et envoya un baiser à la servante qui, penchée sur l'appui de la fenêtre, se lamentait. À midi, Roselyne atteignit enfin la chapelle qui était fermée, car pendant l'hiver on ne l'ouvrait que le dimanche. Autour d'elle, c'était le profond silence des régions polaires. Quelques sapins noirs, sous leurs housses blanches, rompaient la monotonie du paysage. Plus loin, on apercevait vaguement les toits des tables abandonnées qui l'été abritaient sans doute des moutons. Après avoir déjeuné, assise sur une marche du perron, Roselyne reprit sa course. La neige était tassée et elle pouvait avancer sans trop de difficulté. Devant elle, elle n'aperçut aucune trace de pas. M. Serrier n'était pas monté aux Bruses et c'était une vraie chance. Mais la route disparut bientôt. De hauts rochers barraient le passage et une piste plutôt dangereuse les contournait. Le froid augmentait et Roselyne serait revenue avec joie en arrière. Mais elle était si près du but qu'elle refoula ses craintes et continua la rude montée. Haletante et glacée, elle parvint enfin sur une sorte de plateau. Elle se laissa choir sur le sol et regarda autour d'elle. À ses pieds, la montagne tombait à pic, et, très loin, comme dans un autre monde, les villages de la vallée semblaient des joujoux enveloppés d'ouates pour qu'ils ne fussent pas brisés. Au-dessus d'elle, une tranchée faite à coups de pelle s'ouvrait dans la neige, et plus loin on apercevait des bâches vertes et jaunes tendues sur des piquets. Étaient-ce là enfin les Bruses? Et quels travaux mystérieux y faisait-on? Elle voulut se relever, mais elle oscillait comme une voile sous la tempête. Son sang bourdonnait dans sa tête, ses jambes ne la portaient plus. Elle retomba. Et là-bas, l'ombre de la nuit commençait à glisser dans la vallée. En voyant l'ombre assaillir les pentes, Roselyne songea bientôt qu'elle allait être prise par la nuit. Et la nuit, dans la montagne, à cette époque-ci, c'était la mort. Elle cria, elle appela, mais le silence seul lui répondit. Alors, cabrant toute son énergie, elle se redressa pour la seconde fois et sa main heurta un petit objet dur. Elle le prit et s'aperçut qu'elle tenait une sorte de pierre formée de petits grains aux reflets métalliques, agglutinés par un ciment rougeâtre. Elle faillit rejeter la pierre, puis elle se souvint d'en avoir vu une toute semblable dans la collection de minéralogie d'un de ses professeurs. Ça doit être un minerai de fer. Il y aurait donc des gisements de fer par ici? Elle avait la tête trop lourde pour réfléchir longtemps à cette découverte. Si elle voulait vivre, elle devait quitter cette terre désolée qui lui appartenait peut-être, mais qui ne pouvait même pas lui offrir le moindre abri. En se traînant, elle atteignit la piste qu'elle avait suivie derrière les rochers.
et, au bout d'1 heure d'effort, elle atteignit enfin le chemin qui montait de la chapelle. Mais elle se sentait incapable d'aller plus loin. L'ombre était maintenant autour d'elle, sournoise et glacée, et la petite chapelle là-bas paraissait inaccessible. « Mon Dieu, ayez pitié de moi !» murmura Roselyne saisie d'une angoisse folle. De terribles histoires de voyageurs perdus dans la montagne hantaient sa mémoire. Elle savait que ceux qui s'endormaient dans la neige ne se réveillaient pas, et un sommeil irrésistible s'emparait d'elle. Elle fit encore quelques pas, poussée par un ardent effort de volonté. Dans la profondeur de la vallée, quelques lueurs s'allumaient, tremblotantes. De gros nuages emplissaient le ciel et les premiers flocons d'une nouvelle tempête commençaient à tomber. Ah, comme Roselyne était seule, perdue sur ces pentes désertes. Elle avait été perdue par son tuteur, qui ne songeait sans doute qu'à la voler. Elle ne savait pas au juste de quelle manière, mais elle en était sûre. Elle était abandonnée par M. Verneuil et par ses lointains amis, qui ne s'occupaient plus d'elle. Et les 4 jeunes inconnus qui l'avaient entraînée dans cette aventure n'étaient pas là pour la défendre. Elle comprit enfin qu'il était inutile de lutter, qu'elle ne rentrerait ni ce soir, ni jamais à la solitude. Elle ferma les yeux car la neige l'aveuglait. Alors elle aperçut dans la brume qui montait une rue brillante et tiède de Paris, puis une église paisible où étincelaient des cierges, et enfin le doux visage souriant de sa mère. Puis ses bras s'agitèrent, cherchant à saisir quelque chose, et elle glissa sur la route blanche sans un cri, sans une plainte. La neige tombait toujours. Madame Le Bonnard ouvre doucement la porte du cabinet de son mari, et son visage rose et souriant s'éclaire. « Une bonne nouvelle, un officier de marine, un vrai, vient de débarquer à la Mure. » Dans le pays, c'est en effet un événement sensationnel, car les officiers de marine y sont des phénomènes. Monsieur Le Bonnard hausse ses épaules de breton. Il est blasé sur le charme de la marine. Mais un coup de sonnette retentit, et le fameux jeune homme qui fait remuer toutes les langues apparaît, bien sanglé dans sa veste bleue, sa casquette à la main. « Monsieur, je suis le subrogé tuteur de mademoiselle Roselyne de Merval, et j'ai reçu de cette dernière une lettre qui m'inquiète beaucoup. Il se passe d'étranges choses à la solitude. N'en savez-vous rien ?»« Mais non, rien du tout. Depuis que les Verriaux sont installés au manoir, ils ne m'ont pas donné signe de vie. Et vous comprenez qu'avec cette neige qui coupe toute communication, je n'ai pas été prendre de leurs nouvelles. »« Pardon, fit soudain madame Le Bonnard. J'avais oublié de te dire que M. Verriaux et sa femme sont venus cet après-midi pour te voir. Ils n'ont pu t'attendre, car ils craignaient d'être pris par la nuit. Ils veulent, avant de partir, vendre le terrain des Bruzes. En ont-ils le droit? C'est un bien d'une mineure. Oui, le conseil de famille leur a permis cette vente à condition qu'ils rachètent un immeuble. D'ailleurs, ce terrain inculte ne vaut pas grand-chose. Il y eut un instant de silence. Jean Verneuil tapotait la vitre d'une fenêtre. Il regardait la montagne immense, blanche sous le ciel noir. Il n'avait pas entendu l'appel angoissé de Roselyne, mais lui, qui ne connaissait que la mer, se sentait oppressé par l'ombre effroyable de ses pics. Sait-on quel est l'acquéreur? Monsieur Serrier, ce vieil ours qui habite dans un chalet à 5 kilomètres de la Mure. Que fait-il, ce monsieur? Demande l'officier de marine en se retournant. Il a la concession d'une mine de charbon de la région. Ah, eh bien, monsieur Le Bonnard, vous allez écrire dès ce soir aux Verriaux que je m'oppose à cette vente, et vous les avertirez en même temps de ma visite, qui ne pourra que les réjouir. Il se tut et regarda de nouveau la fenêtre. Il devinait de vilaines machinations sous ce prétexte de vente. Il était arrivé à temps et la Providence avait permis que les Verriaux ne puissent vendre le jour même ces terrains des Bruzes. Quelle richesse avait-on découverte dans leur sol? C'était là sûrement le motif secret qui faisait agir les Verriaux. Combien les Verriaux veulent-ils vendre les Bruzes? 10 000 francs. C'est bien ce que je pensais. C'est trop si ce n'est qu'une lande inculte pareille à toutes celles qui séparent la forêt des régions désertiques de la haute montagne. Et ce n'est qu'un prix dérisoire si sous cette lande se trouvent des gisements importants de houille ou de fer. Tenez, vous ferez bien d'avertir la police, c'est encore plus grave que je ne le croyais. Du dehors, la neige tombait en silence. Soudain, des portes claquèrent au rez-de-chaussée et des cris insolites montèrent de la rue. Madame Le Bonnard s'avança sur le palier et M. Verriaux apparut. Il avait les cheveux en désordre et la neige collée à ses vêtements. Il hurla. « N'avez-vous pas vu Roselyne? Elle s'est sauvée de la solitude ce matin, et elle n'est pas encore rentrée. J'espérais la trouver ici. »« Elle n'est pas venue à la Mure, protesta Madame Le Bonnard. »« Mais où est-elle alors? Où est-elle? J'ai couru comme un fou et j'ai rencontré heureusement un traîneau qui m'a conduit jusque chez vous. Où voulez-vous que je la cherche ?» Il paraissait vraiment affolé. Des remords tardifs l'assaillaient, sans doute. « Si elle est perdue dans la montagne, on ne retrouvera demain matin que son cadavre. Et avec cette tempête de neige !» gémit Madame Le Bonnard. Alors Jean Verneuil sortit de l'ombre et s'avança vers M. Verriaux qui recula, croyant qu'il devenait fou. « Vous savez, vous, pourquoi elle s'est sauvée? Avouez donc, misérable, vous avez voulu voler la fortune de Roselyne, et c'est pour cela qu'elle agonise sans doute dans la montagne. » Un bon feu flambe dans la cheminée,
Une lumière douce caresse les draps blancs. Roselyne ouvre les yeux. Elle n'est donc pas morte? Non, elle est bien vivante. Les meubles de sa chambre semblent la regarder affectueusement et de chaque côté de son lit se penche un visage anxieux. Madame Verriot et Ernestine répètent. Vous avez bien dormi et ce ne sera rien. Roselyne s'agite. On m'a donc trouvé dans toute cette neige? Madame Verriot rougit, tout saute et explique enfin. Nous vous croyions bien perdus. Mon mari était à la mûre espérant vous y trouver, quand j'ai entendu soudain la sonnette de votre chambre. Au bout d'un moment, je me décide à aller voir. Un grand feu flambait dans la cheminée et vous étiez étendu sur votre lit, bien enveloppé dans des couvertures. Vous dormiez paisiblement et votre manteau séchait devant les flammes. Sur la table, on avait posé une pervenche et un petit papier avec ces mots. « Réchauffez-la bien, nous allons chercher un docteur. » Nous vous avons couché et voilà. Roselyne sourit doucement. Ses 4 amis scouts l'ont arrachée à la mort, eux qu'elle avait accusés lorsqu'elle errait dans la montagne. Roselyne se sent très lasse, mais très calme, et elle s'aperçoit que dans ses doigts crispés, elle tient encore le morceau de minerai trouvé là-haut où elle a failli mourir. Penchée près du feu, Ernestine marmotte. « Croyez-vous, madame, que j'ai aperçu ce soir une fumée qui montait de la villa des Mélèzes? Elle est donc habitée, et nous ne nous en doutions pas. » Ce n'est pas possible. Roselyne a entendu. Elle songe. Si cette villa est habitée, tout s'explique. Mes amis sont les propriétaires des Mélèzes et ils peuvent tout voir sans être vus, puisque personne ne soupçonne leur existence. Ce qui reste inexplicable, c'est la manière dont ils pénètrent à la solitude. On sonne. C'est le docteur qui arrive, plutôt qu'on ne pensait, accompagné de 4 robustes jeunes gens qui s'asseyent en demi-cercle devant le feu de la cuisine. Le docteur monte et examine la malade sous l'œil inquiet de madame Verriot. Ce ne sera rien. Roselyne n'a pas eu le temps de prendre froid, et elle n'aura pas même une petite grippe. Mais que diable allait-elle faire dans la montagne toute seule par un temps pareil? Roselyne baisse le nez. Qui est allé vous chercher, docteur? 4 bons lurons qui se chauffent maintenant à la cuisine. Ils ont eu la chance de me rencontrer à 2 kilomètres d'ici. Savez-vous leur nom? Ils ne me l'ont pas dit, je viens seulement d'apprendre qu'ils habitent aux Mélèzes. Ce sont des scouts qui étaient venus camper dans cette propriété à la Toussaint. Les autres sont repartis, mais l'un des 4 frères s'était cassé la jambe et n'a fait que ce matin sa première sortie. Assis devant le feu, les 4 jeunes gens causaient gravement. Quelle chance que nous ayons pu suivre ces traces, la pauvre petite était en triste état quand nous l'avons trouvée sur la route. Je me méfiais d'ailleurs, j'avais bien peur qu'elle n'eût envie de monter jusqu'aux Bruzes, mais je ne pensais pas qu'elle aurait le cran de le faire. Oui, Pierre, c'est une jeune personne admirable, et quand tu commences à faire l'éloge de ses vertus, tu en as pour 3 heures. Mais ce qui est important, c'est qu'elle a dû découvrir les machinations de son tuteur, puisqu'elle tenait bien serré dans sa main un morceau de minerai. Oui, elle nous a devancés. Je comptais l'avertir de la valeur de ces terrains. Tu as reçu une réponse de papa? Ce matin. C'est bien du minerai de fer olytique hydraté, comme on en a déjà trouvé dans cette région. Il paraît très riche en fer, et vu la proximité des mines de charbon de la Mure, il sera très facilement traitable. C'est une vraie fortune si le gisement est un peu vaste. Quelle aventure tout de même! Soyons modestes, nous n'avons plus maintenant qu'à avertir la police, puis nous nous esquiverons discrètement. Il nous faut rentrer. Mes cours sont commencés depuis 10 jours à la Sorbonne. Puis en bon scout, il ne faut pas avoir l'air de quêter des remerciements. Nous avons pris la défense d'une pauvre enfant abandonnée de tous, et trompée par ceux qui auraient dû la protéger. Nous n'avons fait que notre devoir, nous partirons dès que nous serons inutiles. Tu n'auras pas un peu de regret de partir comme cela? Tais-toi, fait Pierre, sombrement, en baissant les yeux vers la flamme. Mais ses mains tremblent malgré le calme qu'il essaie d'affecter. On vient de pousser la porte de la cuisine et 2 silhouettes d'hommes se dessinent. Celle de M. Verriot et celle d'un inconnu qui porte l'uniforme des officiers de marine. « Qui êtes-vous » demande M. Verriot, inquiet. « Vos mystérieux ennemis, qui signaient leurs méfaits d'une pervenche. Nous vous avons ramené votre nièce, que nous avons ramassée à temps près des Bruzes, car la neige commençait à l'ensevelir. »« Mon Dieu » murmura Jean Verneuil, très pâle. Mais M. Verriot vocifère. « Ce sont des chenapans, depuis 1 mois bientôt, ils ne me jouent que des farces abominables. » Alors Pierre s'avance, l'air sévère. « Vous mériteriez bien pire. Je m'appelle Pierre Dorny. Quand je suis arrivé aux Mélèzes, villa que possède ma famille, pour préparer le camp de chef qui devait y avoir lieu, je me suis tout de suite méfié de vous. Je vous ai surveillé, je me suis renseigné, et, ayant un ami à Versailles, j'ai pu avertir mademoiselle de Merval que sa présence était nécessaire à la solitude. Ayant peur d'elle, vous l'avez enfermée ici. Il n'y a pas d'autre mot. Pendant ce temps, vous faisiez des fouilles et des sondages avec M. Serrier dans les terrains des Bruzes.
Vous cherchiez du minerai de fer. Vous l'avez trouvé. Monsieur Serrier a dû vous proposer alors d'acheter ce terrain pour quelques milliers de francs qui reviendraient à votre pupille, et pour une somme 10 fois plus forte qu'il vous donnerait discrètement, sans que personne le sût. C'est bien ce que je pensais, déclara Jean Verneuil. Et vous ne m'aviez pas consulté, naturellement. Mais vous aviez demandé une autorisation au conseil de famille. Quelle honte! Vous qui fûtes un ami de monsieur de Merval. Je vais vous livrer à la police, vous et monsieur Serrier. Ce dernier est déjà un filou connu, et nous n'aurons pas de peine à le faire condamner. Le lendemain, Roselyne apprit, avec tous les ménagements possibles, le brusque dénouement de ces mystérieuses aventures au milieu de lesquelles elle avait si longtemps tâtonné. Elle voulut s'habiller et elle descendit au salon. Elle était un peu pâle, mais bien jolie dans une robe bleue qui la faisait très enfantine. Elle s'appuya affectueusement contre l'épaule de son subrogé-tuteur et elle regarda monsieur et madame Verriot qui n'osaient plus lever la tête. Alors elle murmura doucement. « Mon grand cousin, vous avez quitté votre bateau pour répondre à mon appel, je vous remercie de tout mon cœur. Grâce à vous, je garderai mes mines de fer. Mais je voudrais bien qu'on ne poursuive pas ceux qui ont voulu me voler. J'avais cru en eux et, ce qui est le plus dur pour moi, c'est d'avoir compris qu'ils ne m'aimaient pas. Alors le vol ensuite me paraît si peu de chose. Laissez-les partir puisque je leur pardonne. Mais je voudrais dire ma gratitude à mes sauveteurs auxquels je dois la vie. Je ne sais pas s'ils sont encore au Mélèze, car ils doivent quitter la Mure ce soir. Oh, allons vite les voir alors. » Et, bien enveloppée dans des châles, Roselyne, qu'on ne pouvait pas retenir, partit vers ce bois où elle avait vu un soir briller une lumière qui avait ranimé son courage. Cachée dans la verdure sombre des arbres, une maison basse n'ayant qu'un seul étage apparut. Les fenêtres de la façade étaient déjà closes, mais un bruit de voix montait du chemin descendant vers la vallée. Roselyne s'élança et aperçut 4 silhouettes qui s'éloignaient. « Messieurs, messieurs !» Les dornis se retournèrent et leurs visages s'éclairèrent. Ils saluèrent tous respectueusement et se présentèrent. Pierre, Luc, Marc et Hervé, de la 20e Paris. « Pourquoi partez-vous si vite? Moi aussi je vais rentrer à Versailles, et je veux aller vous voir, vous avez été si bon pour moi. Quel est celui qui m'a trouvé dans la neige? Pierre. Il vous a porté jusqu'à la chapelle, et là, avec 2 branches et nos capes, nous avons fait une civière. C'est lui aussi qui, dans l'auto d'un de nos amis, vous a conduite à la solitude le soir de votre arrivée. » Pierre, rougissant, contemplait l'extrémité de ses souliers. « Je vous dois la vie, je ne l'oublierai jamais, » murmura Roselyne très émue. « Oh, c'était tout naturel, » bafouilla Pierre. « Ne dites pas de bêtises, mais comment pouvez-vous pénétrer chez moi si facilement? »« Oh, ceci, » expliqua Marc, « c'est une autre histoire. Nous avons découvert près du torrent un vieux souterrain qui débouche dans une tour en ruine du manoir. Nous l'avons déblayé, arrangé. Cela nous occupait. Nous avons pu ainsi vous faire de charmantes petites visites. Un jour, il y a eu un éboulement et j'ai dû vous porter une lettre par l'entremise de votre Cerbère. Pierre a essayé de vous parler à l'aide de signaux, mais ça n'a pas réussi et nous avons enfin déblayé l'éboulement. Et lorsque vous étiez évanoui, nous avons pu vous faire passer par le souterrain. En tout cas, cela prouve que vous êtes rudement courageux. Ce passage doit être dangereux. Cela prouve seulement que vos ancêtres étaient souvent assiégés dans leur château et que le souterrain qu'ils avaient creusé pour fuir n'était pas trop mal fait. » Roselyne se mit à rire. « Nous reparlerons de cela à Versailles, et merci encore d'avoir sauvé ma vie et ma fortune. » De vigoureuses poignées de main furent échangées, puis les 4 frères reprirent leur route en chantant. Quand ils eurent disparu derrière les grands arbres aux branches ployées sous la neige, Roselyne se tourna vers M. Verneuil, et, les yeux pleins de larmes, elle soupira. « Sans eux et sans vous, que serais-je devenu ?» M. et Mme Verriot ont disparu, sans laisser de traces, après avoir vendu leur maison du boulevard de la Reine. M. Serrier, lui, a été arrêté pour une autre affaire malhonnête et il commence à réfléchir, dans l'ombre d'une prison, sur l'utilité de la vertu. La solitude est fermée et dort dans le grand silence de la montagne que ne trouble plus la chanson du torrent. Mais elle se rouvrira avec l'été, car les années passent et Roselyne vient au beau jour dans son cher manoir. Elle retrouve ses amis les Dornis, qui ont pris en affection cette maison qu'ils avaient abandonnée pendant si longtemps. La mine des Bruzes est exploitée avec succès et des wagonnets parcourent maintenant ce plateau où Roselyne faillit jadis mourir. Elle est devenue une belle jeune fille à l'âme claire et elle se promène dans la montagne avec ses amis. Ce matin-là, elle s'arrête, soudain pensive, au pied d'un pin au tronc rouge qui balance doucement ses hautes branches sur un ciel intact. Elle est seule avec Pierre, car les autres vont plus vite. Alors, elle lève vers lui son visage grave. « Pierre, je n'ai confiance qu'en vous. Ne voudriez-vous pas devenir l'ingénieur en chef de mes mines? Ce serait trop beau pour moi, Roselyne. Non, Pierre. Puis cette place sera plus tard pour votre mari. Je ne me marierai pas.
Vous n'avez pas 20 ans et vous dites déjà cela. Roselyne avait déclaré si nettement qu'elle ne se marierait pas que 3 mois plus tard elle épousait Pierre d'Orny. Il faut croire que les règles les plus sûres ont toujours des exceptions, car Roselyne semblait radieuse le jour de ses noces. Leur union fut bénie dans la modeste petite chapelle où Roselyne avait vu Pierre pour la première fois. C'était par un beau matin d'automne, dans la splendeur rousse des feuillages qui changent et dans l'ombre nette des sapins qui ne changent pas. Roselyne s'appuyait sans crainte au bras de celui qui avait bravé pour elle la tempête de neige et qui saurait la défendre contre bien d'autres tempêtes. Les mystérieuses aventures qui, autrefois, les avaient rapprochés, appartenaient maintenant au passé, et les gens du pays ne savaient plus les noms des 3 coupables qui avaient cru que ce serait chose facile de dépouiller une enfant orpheline.